Et c'est y part pour le 3e épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine. Car entre drapeau LGBTQI+, étendard anarchiste, gilets jaunes et j'en passe, la ville rose m'en fait voir tous les jours de toutes les couleurs. Ici on gratte, on racle, on arrache, on casse les briques de façade pour voir ce qu'on y trouve derrière. Et aujourd'hui on va parler de la couleur des mots, de l'oralité, de l'écriture, d'espace de parole libre, d'ouvrir des bouches dans une ville où l'expression peut parfois se solder en réponse par un balai de lacrymo. Et pour en parler, aujourd'hui, je suis avec deux personnes. Donc Seb et Baël, bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Sachez que déjà, c'est des personnes que j'ai croisées, rencontrées, autant sur des scènes slam, autant en manif. C'est vrai. Vous êtes tous les deux des artistes. C'est-à-dire que vous avez créé du contenu, vous avez joué du contenu, ou vous en jouez encore aujourd'hui. Absolument. Vous, est-ce que vous catégorisez ça en discipline particulière ou pas ? Je ne sais pas trop si c'est une discipline, l'écriture en général. Et si je pouvais ne pas le catégoriser, en fait, ce serait pas plus mal, mais en attendant, c'est rap poésie, là, en ce moment, ce que je fais. Vous avez créé, et j'insiste bien sur le côté créé parce que c'est vraiment différent, et animé sur Toulouse des scènes slam. Donc du coup, il y a le côté animé des scènes ouvertes, mais aussi les montées, et ça c'est quelque chose qui est peu connu. Oui, absolument, c'est du taf aussi. Exactement. Et dans la même veine, vous avez créé et animé des ateliers qui sont vendus, ou en tout cas appelés comme ateliers slam. Et autant je me dis, vas-y, on est en 2020, donc les gens scène slam, on va pas refaire le débat, c'est quoi, comment. Autant, est-ce que vous pouvez présenter ce que c'est que pour vous des ateliers slam ? Parce que je me dis ça, les gens le voient peut-être moins. Donc on fait essentiellement des ateliers d'écriture, mais après il y a quand même la dimension de l'oralité qui est derrière. Donc le slam, c'est pas un texte. Effectivement, il y a des mots qui sont posés, mais ça a un but d'être dit à l'oral et d'être partagé avec les autres. Donc pour moi, quand on fait un atelier de slam, évidemment il y a beaucoup d'expressions. Et il y a aussi la recherche sur le langage, pourquoi on utilise certains mots pour décrire une situation ou d'autres. Oui, on fait un peu de philo aussi dans nos ateliers. Moi, c'est la partie plus musicale en fait. Hein. Quand je fais des ateliers d'ailleurs, c'est souvent pas que de l'écriture puisque je suis chansonnier aussi. Mais la plupart de mes ateliers ont intitulé écriture de parole par exemple pour enlever justement le côté slam. C'est comme si c'est comme ça et pour que les gens puissent s'y retrouver et faire ce qu'ils ont envie de faire. Tout ça dans le cadre d'une association qui existe sur Toulouse qui s'appelle le Magret d'Argent. L'école du Magret d'Argent. Ah, pardon pour le jeu de mots. C'est un très bon jeu de mots. C'est un très bon jeu. En tout cas, ça représente bien cette émission dans le sens, c'est très toulousain et toulousaine, tu vois. Ouais. Et puis moi j'aime beaucoup parce qu'il n'y a absolument pas le mot slam dedans. Personne sait ce que c'est. Avant d'attaquer sur ça, je demande ça à toutes les personnes qui viennent ici. 3 mots qui représentent ta définition de Toulouse, ou en tout cas ta vision. Du coup, moi j'ai envie de dire Toulouse mixte. C'est ce qui la différencie des autres villes les plus proches, de Bordeaux, de Montpellier, mixte géographiquement et socialement du coup. Et puis Toulouse, soulève-toi, ça fait 3 mots. Allez. Mixte, soulève-toi. Soulève-toi, vas-y, ça fait 3 mots. Moi je vais peut-être faire des trucs plus cons. Chocolatine, parce que c'est un truc qu'on entend partout. Écorché, parce que je pense que ça représente bien pour le coup la poésie toulousaine. Et engagement, parce que je pense quand même on est dans une ville très engagée. Quand ça sortira, le premier tour des municipales aura eu lieu, ça fera écho chez les gens directs. Qu'est-ce qui vous a motivé à monter et à vous dire ok, on va créer des lieux pour faire vivre le slam, mais à travers en vrai une association aussi? Une des raisons finalement pour lesquelles aussi on a choisi un nom qui n'était pas l'association des slameurs toulousains et qu'on a choisi l'école du Magret d'Argent, c'était parce qu'on avait envie de pas forcément être identifié comme étant les gens qui font du slam à Toulouse et c'est que nous. On avait envie de pouvoir faire en sorte que la concurrence existe, qu'il y ait d'autres gens qui puissent créer d'autres associations et se motiver. D'ailleurs, on continue à les soutenir, à les pousser dès qu'il y a d'autres gens qui font des scènes, à venir dans leurs scènes pour les encourager. Moi, je crois à la vraie concurrence, si tu veux. Il y a un de ces trucs du capital qui fait que soi-disant la concurrence libérale permettrait de faire des choses, alors qu'en fait dès qu'il y a des gros, leur premier truc qu'ils ont envie de faire c'est d'écraser les plus petits. Et dans les scènes slam, dès qu'il y a plus de scènes slam, il y a plus de slameurs, c'est exactement l'inverse. Donc on essaye d'encourager, tu vois, tous les gens à générer du public et du slameur et de la slameuse aussi en plus. Si jamais vous connaissez le milieu du slam français, je voulais vraiment pas partir sur ça en plus, mais du coup ça doit faire écho. Le mot slam, déposé, pas déposé, voilà, je vous laisse faire vos recherches, mais ça peut faire écho à une histoire du slam français.
Ouais, c'est ça. C'est que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de monopole en fait du slam à Toulouse de l'école du Maghré d'Argent, parce que par exemple, moi j'ai vu dans l'industrie du disque le monopole de 5 personnes dans les années 90 faire chuter toute l'industrie du disque parce qu'ils avaient pris des mauvaises décisions, par exemple. Pour toi, du coup, peut-être plus sur le côté personnel, vu qu'il nous a présenté l'association, qu'est-ce qui fait que du coup tu t'es dit, vas-y, à Toulouse, j'ai envie de monter des ateliers, j'ai envie de monter des scènes, j'ai envie de faire vivre un peu ce mouvement-là? Ben en fait, ça part de deux constats en fait. Moi, je suis vraiment sur l'idée quand je fais du slam de la politique au sens de premier, police, la cité. Donc pour moi, quand on libère des espaces de parole partout où n'importe qui peut s'exprimer et où tout le monde a le même temps de parole dans plusieurs endroits, et à l'heure actuelle, on en est à 4 scènes sur Toulouse. En fait, on permet de faire du lien entre les gens. Et le mouvement slam, il est en ça particulier qu'on est dans un espace gratuit. On est dans un espace où n'importe qui peut y participer avec quelques contraintes, mais on est vraiment dans un espace où on peut libérer la parole. Et il n'y a plus beaucoup d'endroits gratuits où on peut libérer la parole à l'heure actuelle. Et pour moi, il y a vraiment un engagement politique à faire des scènes partout. On choisit aussi les endroits où on fait ces scènes-là. Donc on essaye de beaucoup travailler avec les bars associatifs comme l'Itinéraire bis, qui nous représente bien au niveau politique, l'Escabelle, le Caméléon, et on cherche à faire vraiment vivre des quartiers. Donc il y en a un sur Saint-Cyprien, une autre scène sur Bonnefoy, une autre scène sur Arnaud Bernard. On envisage de bosser aussi avec le Chameau Sauvage, qui est une librairie au minime. L'objectif, c'est qu'il y ait ces scènes partout. Après, on prétend pas complètement faire toutes les scènes, mais quand je vois la compagnie de la Tchatch qui fait qui monte dans une médiathèque à la Reinerie, enfin à côté de la Reinerie au Grand M, ben pour moi c'est gagné en fait. Il faut que ces gens circulent et se rencontrent en fait. Et vraiment dans les scènes slam, il y a des choses qui se passent, il y a des paroles. Maintenant, on a de plus en plus de gens qui viennent juste pour écouter des paroles et qui vont pas forcément slammer, mais qui sont dans ce mouvement, et c'est un lieu de rencontre. Après, au niveau des ateliers, nous on a aussi un choix éthique par rapport à ce qu'on fait. On veut développer l'expression. Donc essentiellement, on travaille avec des NJC, des ateliers, et dans le circuit scolaire aussi. Mais on a l'idée quand même de pas exprimer la poésie. La poésie pour nous, c'est pas des rimes. La poésie, c'est dire des choses. Et on essaye aussi de décrypter les discours par la rhétorique, et l'emploi d'une figure de style, elle a un sens. Voilà, en gros. Voilà. Mais c'est aussi de l'éducation populaire. On est là aussi pour s'adapter. On est là encore une fois pour montrer que c'est quelque chose, que la poésie peut être un élément libérateur. La première des choses du coup dont tu parlais, c'était les lieux. Tu as cité des lieux. Moi, de ce que j'ai regardé, vous avez genre le Caméléon, l'Itinéraire bis et l'Escabelle. Les 3, c'est des bars associatifs, ouais, il me semble. Ensuite, il y a Ombre Blanche, qui est une librairie. Et après, des trucs plus ponctuels, genre l'espace Job, ou tu vois, pour des événements, on va dire, un peu plus grosse envergure, ensemble, tournés sur pas que la ville, mais où il y a des rencontres, on va dire, nationales, quoi. Pour trouver des lieux qui correspondent à vos attentes, tu vois, tu parlais de gratuité, on veut que les gens se sentent à l'aise, qu'il y ait de l'écoute, etc. Et vous avez eu des difficultés ou pas du tout? Non, tu vois, justement, c'est comme tu dis, comme disait Maël, on met une certaine sélection en fait sur les lieux qu'on choisit. Donc avant de proposer à quelqu'un, de toutes les façons, on regarde qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. C'est plutôt l'inverse, si tu veux. C'est que dans les scènes slam, on arrive à réunir pas mal de monde. Les gens l'entendent, et du coup, il y a eu des bars qui sont venus nous proposer. Et j'ai rien contre les bars, c'est super, mais les bars, on sait que quand ils vont accueillir la scène slam, ils vont avoir du monde dans leur bar, donc ils seront contents, ils auront l'impression que c'est bien pour eux. Mais le problème, c'est que beaucoup de slammeurs et de slameuses n'ont pas beaucoup de sous, comme moi par exemple, et que du coup, ça va pas consommer à mort, et ils vont vite remplir leur soirée, et puis au bout de 2-3 mois, ils vont avoir envie d'arrêter, donc c'est un peu dommage. Il y a eu aussi des bars qui nous ont proposé de façon un peu olé en nous disant on n'a pas d'argent, venez faire des scènes slam toutes les semaines dans nos bars. Donc voilà, là c'est des endroits où on refuse pour notre bien à nous, et puis pour leur bien à eux aussi finalement, pour qu'ils puissent continuer à rester ouverts. Ouais, les endroits où ça marche, en gros, c'est là où dans les lieux il y a une adéquation avec ce que vous voulez mettre en place, et eux sont intéressés par le projet, quoi. Déjà, forcément, il faut qu'ils aient pas d'obligation de résultat financier. En fait, c'est surtout ça, parce qu'effectivement, sinon, on peut les comprendre, hein, les bars. Tu vois, ils ont un coût de levée de rideau, ils doivent payer les barman, ils doivent payer tout un tas de choses. Et s'ils ont une obligation de résultat financier, ils sont plutôt obligés
d'aimer le truc, quoi, d'aimer la poésie, d'aimer l'idée de l'expression libre et cette chose-là. Ouais, il y a un côté quand même militant dans ce qu'on fait sur le slam. Après, je dis pas que tout le monde dans le slam en France fait comme ça, mais nous, c'est un peu notre truc depuis le début quand même. Hein. On a aussi un objectif. Bon, ça c'est pas tellement par rapport au lieu, mais quand on organise quelque chose, un événement qui nous a pris beaucoup de temps à organiser, comme celui à l'Espace Job, on a clairement une volonté d'aller vers un public qui ne connaît pas la poésie, leur montrer que c'est vivant, que c'est un mouvement qui va leur apporter des choses et tout ça. On cherche pas forcément à rester entre slammers. Plus il y a de scènes, plus on aura de slammers. Mais c'est aussi l'objectif d'aller chercher un public qui connaît pas ce mouvement. Et souvent les gens sont un peu désarçonnés, mais ils découvrent quelque chose, une parole vivante, des discours, et ça fait du bien en fait. Quand on arrive à faire des événements où on arrive à faire venir un public qui connaît pas les lieux, la dernière fois, à l'itinéraire bis, on a plein de gens qui sont venus parce qu'ils avaient entendu Scène Slam et ils connaissent pas l'itinéraire bis et c'est bien pour eux parce que nous aussi on a envie que ces lieux, ces bars associatifs soient connus, quoi. Il y a plein d'autres événements que le slam dans ces endroits, des événements qui nous conviennent au niveau politique et on a envie que ces gens s'approprient ces lieux parce que c'est une autre façon de voir la vie toulousaine et de sortir et consommer, quoi. En vrai, quand cette année j'ai vu ça avait lieu à l'itinéraire bis, je me suis dit bah ouais, en fait c'est évident quand tu connais un peu les deux côtés. Mais après je me disais t'as quand même pas mal de scènes qui sont vers le centre-ville. Je trouve qu'à Toulouse il y a énormément de gentrification, donc le côté où le centre-ville on va mettre en avant tout ce qui est culturel, plutôt quand même culture on va dire blanchité occidentale, et les commerces qui vendent du mafé là aller un petit peu plus loin, et les pauvres du coup bah en périphérie. T'en parlais tout à l'heure, on cherche à aller dans d'autres quartiers, dans d'autres lieux. Comment tu peux, dans un lieu comme ça, bah, toi, sortir de cette démarche? Il y a cette ambition. Il faut dire que cette année, là, 2019-2020, il y a eu des scènes qui sont ouvertes à la maison de quartier du Mirail, en fait. C'est ça, je crois. On a contacté ces gens-là, justement, parce que c'est super chouette l'initiative et qu'effectivement, ça faisait longtemps qu'on en rêvait de faire ça, de faire des scènes où les gens de la ville viennent au Mirail et puis, du coup, les slammeurs et les slameuses du Mirail viennent en ville. Dans le centre-ville, ouais. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à se coordonner sur les dates, là, mais j'ai bon espoir que pour l'année scolaire qui vient, on arrive à faire en sorte que ça tombe pas le même soir et que du coup, on puisse échanger les publics. Moi, j'en rêve depuis longtemps. Après, il y a quelques slammeurs et quelques slameuses, comme on disait. Il y a la compagnie de la Tchatch qui a organisé un truc à la médiathèque du Mirail il y a pas longtemps. Il y avait Fessal qui faisait des ateliers à la Reinerie aussi avec une asso qui s'appelle Parole de Femmes, là, qui est très chouette. Moi, je suis allé participer à une ou deux scènes avec lui. Ça se développe petit à petit, quoi. Et il me semble même avoir vu que vous avez fait, je sais pas si c'était cette année ou les années avant, même des ateliers. Enfin, en fait, moi, en regardant un peu ce que faisait l'école du Maghré d'Argent, je me suis dit, bah en fait, ça a l'air d'être plus simple de faire des ateliers en dehors du centre-ville. Pour le moment, après moi, effectivement, moi je fais des ateliers studio, donc tu vois, c'est plus de la musique que directement du slam ou de l'écriture à la MJC en Palo depuis 5-6 ans maintenant, régulièrement. Et à la MJC en Palo, il y a une belle salle de spectacle aussi, la Brique Rouge, et on a déjà organisé pas mal de scènes slam aussi là-bas, ouais. Ça permet petit à petit de faire du lien. Après moi, j'ai effectivement bon espoir, comme tu dis, elle est en cours de gentrification notre ville. Moi, quand j'ai dit mixte géographiquement, je pense quand même que on est loin, tu vois, de Marseille d'un côté qui est gentrifié, enfin voilà, d'une certaine façon, ou de Bordeaux ou de Montpellier, les centres-villes bourgeois, Montpellier, et puis la périphérie très pauvre, et puis l'autre périphérie encore plus pauvre. Pour l'instant, les associations qui militent ici à Toulouse ont réussi à empêcher la mairie ont permis en tout cas d'enrayer un petit peu cette catastrophe, quoi. Et c'est ça qui me plaît d'ailleurs dans la vie toulousaine. C'est ça qui fait que je pense les gens sont courtois les uns avec les autres, même si ça les empêche pas d'être très hypocrites parfois. Mais mais le côté au revoir merci en descendant du bus, tu vois, ça, à mon avis, ça vient de là encore. Et c'est effectivement quelque chose qu'on veut sauvegarder. Donc ouais, il y a l'ambition de faire des échanges et des circulations, qu'elles soient intergénérationnelles, mais qu'elles soient aussi intersociales, interculturelles, dans tous les sens. Ouais. Oui, et puis bon, après, là, bon, nous, on en est déjà quand même on est sur 4-5 scènes par mois. On a essayé de pas les faire dans les mêmes quartiers. C'est vrai qu'on est pas mal sur le centre. Après, on a fait quelques essais de scènes un peu excentrées, du côté de Saint-Simon, tout ça, qui se sont pas révélés. C'est aussi, ça, c'est très problématique, mais les slammers vont dans le centre aussi. C'est assez compliqué de les faire se déplacer sur l'extérieur. Moi, je trouve que ce qu'avait fait quand la compagnie de la Tchatch organise son événement au Grand
M à côté de la Reinerie, ça marche super bien. Et je me dis c'est génial, mais encore une fois, on n'était pas non plus hyper nombreux des slammers habituels, quoi. Les gens, mais de tout Toulouse, quand ils sont en mode vas-y ce soir on sort au centre-ville, tu vois. Oui, voilà. Il y a aussi cette réalité là, tu vois, de culturellement, même si je pense que tu proposes des trucs, dire aux gens ouais vas-y viens on sort à Bellefontaine, tu vois. Attends, c'est où déjà? C'est quoi? Ah ouais. Galère, transport. Mais c'était pareil, hein. D'ailleurs, Uno, toi et moi, on s'est connus en région parisienne, hein. On peut balancer, hein, voilà, même si moi, je suis devenu aussi, je pense, un anti-parisien de base, sûrement comme toi, peut-être, je sais pas. Me lance pas sur le sujet. Mais en tout cas, c'était pareil. Moi, j'habitais en banlieue, j'habitais à Montrouge, j'habitais à Vitry, et les scènes slam, j'allais à Paris, hein, pour les scènes slam. Et quand on a organisé, tu vois, je me suis fait la réflexion hier parce que j'ai emmené une copine justement qui était des scènes slam de Paris, slammer un peu en dehors de Toulouse hier midi là. Je me suis souvenu que le pote qui nous avait présenté, la Naine, qui est un slammer de Paris, qui organisait de temps en temps des scènes à Châtillon ou dans la banlieue de Paris, il faisait un peu la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il prenait comme garantie pour faire venir au moins 3-4 slammers parisiens dans sa scène, de les prévenir avant et de les inviter genre officiellement, tu vois. Il faisait pas genre scène ouverte, j'ouvre la scène et puis on verra bien qui vient, quoi. Il y a plus de choses à consommer au centre-ville que dans la périphérie. C'est ça. Tu as parlé à un moment d'éducation populaire, de militantisme, de tout ça. En regardant la plaquette, le PDF que vous envoyez sûrement aux gens pour dire ok, les ateliers qu'on propose, c'est ça. Il y a une des phrases que vous avez notées qui est le slam est un outil idéal dans le travail social et l'éducation populaire. Et en vrai, la notion de slam et d'éduc-pop, c'est quelque chose qui moi me tient beaucoup à cœur, mais que j'ai peu entendu. Et du coup, je voulais entendre votre version, votre vision de ce rapport entre pratique du slam, que ça soit atelier, scène ouverte, et éducation populaire. Top chrono, on est parti pour 2 heures. Non, cette phrase, elle est de moi, en fait, effectivement, parce que j'avais utilisé cet outil-là je faisais pendant pas mal d'années des ateliers, des formations pour les éducateurs. Je faisais une semaine d'atelier slam dans les écoles d'éduc, parce que, effectivement, c'est un super outil pour rentrer en lien avec le public. Et donc, oui, c'est des gros contenus c'était 35 heures d'atelier, donc je vais pas les résumer ici. Mais c'est un outil qui était intéressant pour eux, et je le faisais aussi parce que moi, j'ai fait plus de socioculturel que de collège ou de ce qu'on appelle le public ordinaire, qui est un gros mot déjà en soi. Mais voilà. J'ai fait plus d'ateliers dans le social que sur cette partie-là, et du coup, je l'ai expérimenté, effectivement. Même la scène slam, hein, moi, je le défends comme effectivement, comme disait Maël tout à l'heure, c'est un endroit de rencontre et un lieu de rencontre. Le moment où les gens passent sur scène, c'est bien. Le moment de la pause, où les gens se rencontrent et où les artistes rencontrent le public et où les artistes se rencontrent entre eux, est vachement important aussi. Si tu veux, moi, je pose la question, par exemple, tout le temps, si on parle d'engagement, qu'est-ce qu'on ferait si on avait un slammer d'extrême droite qui venait sur nos scènes? Et quelque part, on n'en a pas beaucoup, mais j'en rêve, en fait. C'est une question éthique, hein, tu vois, elle a pas une réponse claire ou tranchée, et elle est différente, mais je l'ai posée à plein d'animateurs de scène slam un peu dans toute la France qui sont, voilà, on va dire, comme moi, des gauchistes, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait si on a, j'aimerais, moi, là, en ce moment, ce qu'on est en train de nous enlever, c'est la conflictualité. C'est le fait qu'on n'arrive plus à débattre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est ça que la novlangue et la Macronie nous enlèvent, en fait. D'où la pause des scènes slam méga importante pour aller débattre de ce qu'on a entendu, d'accord, pas d'accord. C'est ça, et potentiellement avec des gens avec qui on n'est radicalement pas d'accord. Alors extrême droite, je vais un peu loin, hein, c'est un peu comme la Macronie, c'est difficile de discuter avec eux, mais simplement j'ai rencontré moi dans le slam des centristes, tu vois, des gens de droite avec qui j'avais des discussions assez élaborées où ils me défendaient leurs arguments et j'étais pas d'accord avec eux, mais on pouvait discuter et c'était cool, et à la fin on sortait enrichis les uns comme les autres de la discussion, quoi. Et Maël, je me permets de te poser plus ou moins la même question, dans le sens où j'ai vu que dans ton parcours, tu as travaillé dans des associations d'éducation populaire. Moi, j'ai été très très longtemps au CMA, donc ma famille était au CMA, enfin voilà, c'est un truc bien ancré. Et oui, voilà, il y avait cette idée de se servir du slam comme un outil, vraiment. En fait, libérer la parole, arriver à travailler avec des gamins qui sont vraiment sous tension dans les foyers d'urgence et qui sont capables de défoncer une porte 5 minutes après l'atelier, et arriver à faire que pendant l'atelier, ils s'écoutent, ils écrivent, qu'ils se rendent compte que c'est plus forcément une nécessité d'écrire bien sans faute d'orthographe parce que c'est de l'oral. Pour moi, on arrive à vraiment toucher quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher avec des ateliers vraiment d'écriture. C'est vraiment l'atelier slam qui permet ça. En gros, il y a quand même le côté, on va pratiquer
pour le bien-être, pour avancer soi-même, être dans la démarche. Et du coup, il n'y a pas le côté élitiste d'une pratique artistique. Tu vois, c'est pas genre, oui, puis on fait un cours de danse et les 4 meilleurs, vous allez danser devant. c'est tu ça, vois. c'est l'objectif à la fin, c'est qu'on fait la scène tous ensemble et on va leur apprendre aussi à écouter. Parce qu'il y a vraiment ce truc-là, souvent les gens viennent dans le slam en se disant ouais, je viens pour pouvoir faire mon texte, mais non, en fait, tu viens, tu fais ton texte de 3 minutes et après t'écoutes les autres. Et ça, c'est un apprentissage que je trouve très très important. Le slam, en fait, on est acteur 3 minutes maximum, puis après on est spectateur tout le long. Donc c'est vraiment un apprentissage de l'écoute, quoi. Et je pense vraiment aussi ce qu'il y a de très très intéressant dans l'idée de l'activité ouverte dans un atelier slam, c'est qu'on va arriver avec des consignes. Nous, on essaye de passer sur de la forme, mais sur de la forme très libre, très très loin de la versification, parce que ça m'intéresse moins. Mais on leur invite à passer sur un questionnement. Et forcément, en fait, on va avoir les participants de l'atelier qui vont pas du tout partir sur la même chose. Et très souvent, les gens nous demandent, mais est-ce que je peux parler de ça ? Mais bien sûr que tu peux, en fait. C'est si le thème dont tu as envie de parler, c'est ça, alors que je t'ai donné une consigne qui est très aléatoire, mais pars sur cette idée. Et moi, je t'accompagne si tu as besoin pour essayer d'exprimer ton propos pour que tu aies une satisfaction personnelle à la fin. Mais l'idée, en fait, c'est on s'adapte, on reste sur de l'écriture et de l'oralité. Mais moi, je sais très souvent que j'ai eu des gamins qui se sentaient pas, qui étaient très timides, qui disaient est-ce que je peux faire le texte avec quelqu'un ? Donc là, on va réorienter sur du passe-passe parce qu'on sent très bien qu'ils vont pas oser monter seuls sur scène. Et au final, on a des résultats où on a des duos, on a des participants qui sont sur des choses très intimes, d'autres qui ont raconté une histoire, et d'autres qui vont carrément nous faire de l'impro. Et c'est génial. Et on a gagné, quoi. Pour moi, le côté, ce que tu disais, accompagner, l'important c'est l'épanouissement personnel et l'avancée sur un sujet. En tout cas, si jamais vous êtes familier de l'EducPop, moi j'y retrouve énormément ces démarches-là que tu peux avoir, enfin EducPop ou animation socioculturelle, on peut mettre le mot qu'on veut. Et effectivement, je pense que c'est ça qui fait que ça marche, que ça pérennise et qu'il y a un rôle social derrière, en tout cas dans ce que vous mettez en place, quoi. Et puis surtout, c'est revenir à du ludique, quoi. Pour moi, il y a un truc que je dis très très souvent dans les ateliers. Donc la consigne c'est ça et on va jouer avec. Parce qu'en fait, dès qu'on parle d'écriture, moi je travaille à l'heure actuelle, là, je suis sur un Ulysse dans un collège. Donc je fais des ateliers d'écriture et c'est ça qui est très très important. Eux, ils ont un énorme problème avec tout ce qui est écrit. Beaucoup ont des problèmes sur le français, mais dès qu'on dit on va jouer, on joue, quoi. Et pour moi, monter des petites histoires en poésie, justement, il y a ce côté ludique, il y a ce côté jeu, et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça soit vraiment un jeu et qu'ils s'amusent, quoi. Et puis aussi, comme tu disais, dans cette notion d'horizontalité, effectivement, de personne n'est plus fort que quelqu'un d'autre, et on applaudit tout le monde de la même façon. Il y a cet asso, moi, avec laquelle j'ai bossé pendant longtemps, à TD Carmonde, que j'aime beaucoup, et qui ramène vraiment ça, qui a ça dans son esprit les personnes dont la voix est la plus importante dans la TD Carmonde, c'est la population qu'on appelle les militants, qui sont des personnes issues de la grande précarité et qu'on a fait monter sur scène assez souvent aussi. Et le thème qui revenait souvent, qui résume aussi à peu près tout ce qu'on vient de dire, je pense, c'est la voix des sans-voix. Et il y a un côté vraiment très politique, en fait, dans l'idée de faire ça. Ouais, complètement. Déjà, juste favoriser ou faire en sorte que les gens se rencontrent et de créer des espaces de parole, mais qui sont en vrai des espaces de discussion. Ça, pour moi, c'est déjà un acte militant. Après, le contenu, c'est pas forcément, je pense, là l'enjeu. Pour vous, c'est quoi les enjeux à Toulouse ? Ça, c'est même plus de créer, mais de garder ouverts ces espaces de parole. Qu'est-ce qui se perdrait si jamais il y avait de moins en moins de scènes et que d'ici quelques années, ça serait voué à plus trop marcher sur Toulouse ? Moi, je le conçois pas, déjà, que ça s'arrête. Parce que faut dire ce qui est. Moi, tu vois, c'est un peu ce que j'essaye de développer. C'est que j'ai pas forcément de vertu, en fait, à faire ça. Je le fais pas pour faire le bien de la société seulement. Je le fais aussi par égoïsme et pour moi, parce que j'aime bien avoir des endroits de scène ouverte où je peux aller dire mes textes et cracher ce que j'ai envie de dire et me faire applaudir pour le truc. En plus, ça nourrit un peu mon ego, donc c'est finalement pas plus mal, tu vois. Et du coup, non, moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu activer le slam à Toulouse quand je suis arrivé dans cette ville, et d'y participer avec ceux qui étaient déjà là, c'est que j'ai besoin d'avoir ces espaces pour moi, pour mon bien-être personnel aussi, en fait. Donc, je laisserai pas le truc s'éteindre, tout simplement. Oui, moi je sais même pas pourquoi des fois je fais ça, hein.
mais je le fais, j'en ai besoin aussi, il y a ce côté-là, et puis mais après j'ai moins besoin maintenant. C'est vrai que moi je me suis un peu mis en retrait par rapport à l'animation cette année. Et après ce que je trouve très très important, c'est le travail derrière sur l'école du Magret d'Argent, aller chercher des nouvelles personnes pour connaître le mouvement, ouvrir des nouveaux lieux. C'est vraiment un boulot de l'ombre, mais je pense que ce qui fait qu'on entend beaucoup parler du slam et de la poésie à Toulouse, c'est ce boulot de fond qu'il y a derrière. Mais après, forcément, pour moi, il y a un côté hyper militant, mais encore une fois, c'est ce que je disais, on est vraiment dans le truc étymologique, police, c'est la cité, quoi. Donc faire vivre la cité, ça veut dire des lieux de parole et tout ça. Et je pense que ça se fait à petite échelle. Dans des petites scènes ouvertes, on va se retrouver à 40, ça discute, et puis ces gens-là, ils vont se déplacer dans un nouveau lieu parce qu'ils en ont entendu parler, et on crée un réseau. Et je trouve que vraiment les réseaux parallèles, un peu souterrains, c'est ça qui fait les vraies passerelles entre les gens. Je pense pas que les gens, quand ils vont dans une boîte, ils échangent beaucoup en fait. Voilà. Ils échangent autre chose. Voilà. Oui, c'est pas comme de regarder un débat à la télé, c'est sûr. En tout cas, je trouve que sur cette ville, il y a vraiment un travail de fond qui est fait sur justement la prise de parole. Et je trouve ça très intéressant. Je me disais, en fait, on veut rendre légitime la prise de parole. Dans le sens où il y a des gens qui pourraient ne pas se sentir légitimes, juste de s'exprimer en fait. Ouais. Et le fait qu'il y ait des ateliers, des scènes, on continue, vous lâchez pas l'affaire, je me dis en fait c'est ça que ça peut lancer comme dynamique dans une ville, dans des gens, et c'est chouette quoi. Moi, ce que je disais, tu vois, par exemple, pour reprendre l'exemple et rebondir sur ce que tu dis sur ATD Quart Monde, une des actions d'ATD Quart Monde il y a 3 ans, et c'est dans ce sens-là aussi où c'est une asso politique au sens large du terme, c'est qu'ils ont fait rentrer dans la loi française la discrimination pour précarité, qui n'existait pas encore. Il y a une liste d'une douzaine, je crois, de raisons pour lesquelles on peut être discriminé, homosexualité, racisme, etc. Et il n'y a pas de mot finalement pour définir la discrimination pour précarité sociale. Et ils ont réussi à le faire rentrer dans la loi. Ouais. En fait, je me dis, t'as vraiment ça, parce que ne serait-ce que venir dans un bar ou dans un lieu culturel, tu vois, genre, je me dis, on va prendre le cliché, mais venir à Ombre Blanche pour prendre la parole, ouais. ça peut rebuter des gens. Mais avec ce travail de fond, d'atelier, etc., effectivement, tout le monde se rend compte qu'en fait, je viens écouter tout le monde peut parler. Et c'est, moi, en mon sens, un truc intéressant. Et c'est quelque chose, en plus, j'ai l'impression que je vois un peu dans cette ville, dans le sens où t'as d'autres choses qui vont dans ce même, tu vois, l'association, genre, je crois que c'est Un mur dans la réalité, je crois que ça s'appelle, où c'est en mode... Un mur dans le réel. Voilà, un mur dans le réel, où c'est, toi, tu balances des choses et eux vont te faire du collage et de l'impression sur les lieux publics de la ville, où t'as ce côté, vas-y, la parole, on veut qu'elle soit publique, quoi. Il est venu nous voir d'ailleurs, celui qui anime cet asso. Il est venu dans les scènes slam nous faire quelques textes aussi. Ouais, on s'entend bien avec lui. Ouais. C'est assez chouette. Il y a des liens du coup déjà aussi qui se créent comme ça entre personnes qui essayent d'ouvrir la parole. Et ouais, tu vois, par exemple, là, typiquement la scène à Ombre Blanche en centre-ville. J'avais fait des ateliers il y a 5-6 ans à Tournefeuille. Et Tournefeuille n'est pas qu'une ville bourgeoise. À Tournefeuille, il y a un quartier aussi. Il faut savoir que voilà, il y a ce qu'on appelle un quartier populaire. Et j'avais emmené les petits du coup slammer à Ombre Blanche avec leurs parents qui du coup les emmenaient. Je me souviens qu'il y a une petite de 10-11 ans comme ça qui est venue me voir et qui m'a dit mais c'est la médiathèque ici, je peux emprunter des livres? Et du coup je lui ai dit non, tu peux les acheter et les garder pour toi. Et elle a appris ce que c'était qu'une librairie à ce moment-là. Voilà, c'est des anecdotes réjouissantes des ateliers slam. Plaisir. Avec ce côté justement, vas-y, en fait on relégitime la parole des gens. C'est une vision de faire la cité. Et je me disais, est-ce que cette vision-là, ça peut être un frein ou c'est favorisant quand vous voulez travailler avec d'autres partenaires? Par exemple, tu vois, quand vous faites des événements, des rencontres nationales, etc. Je me dis, il y a peut-être des subventions, des travaux avec la mairie ou des collectivités locales. Et non, il n'y a rien du tout. C'est vrai? Non. Bon, après, il se trouve que Seb bossait à Musical. Donc c'est aussi comme ça qu'on a pu avoir la salle de l'espace job, parce que qui est une salle de la mairie, il faut le dire. Oui, voilà, qui est une salle de la mairie. Mais en dehors de ça, au niveau subvention, tout ça, tout ce qu'on a gagné l'année dernière sur les ateliers à l'école du Magret d'Argent, on le réinvestit. Donc en fait, on est vraiment dans une démarche complètement, c'est altruiste dans l'idée, on n'y gagne rien avec. Il y a le côté autoproduit et on n'est pas dépendant des fonds. D'une quelconque collectivité.
Pour le moment. Après, le tu vois, moment. voilà, il y a cet esprit d'indépendance aussi. Tout à l'heure, quand tu demandais des mots sur Toulouse, il y avait il y a ce mot-là qui m'est venu en fait. Et Toulouse et Marseille, je pense, se ressemblent un petit peu, d'ailleurs, dans cet esprit-là, quoi. On n'attend pas après les institutions. Après, si on n'a pas de subvention pour le moment, c'est qu'on n'en a pas encore demandé. Et on attend la mairie de Toulouse. On va voir, on va leur demander, je pense. Ouais. Oui, peut-être, mais c'est vrai que jusque-là, en fait, tous les événements qu'on monte, on le fait en faisant des ateliers. On récupère de l'argent en faisant les ateliers et on le réinvestit dans les événements pour faire les caterings, pour que les gens soient bien. On aime bien cette démarche quand même de faire comme on peut. L'école du Magret d'Argent, c'était un collectif de 2 personnes. Maintenant, on est plus nombreux, donc c'est un peu plus facile aussi pour arriver à travailler sur un événement comme l'espace job, quoi. Ouais, de se décharger. Parce qu'après, moi, le côté subvention, je le vois pas forcément genre c'est négatif. Hein. Je trouve ça Ouais, chouette non, que la ville injecte pour faire vivre les mouvements culturels associatifs d'une ville. Ouais. Et je me disais, bah, tu peux avoir un enjeu, tu vois, en termes de subvention de la mairie, bah, c'est peut-être pas eux qu'on va arroser, quoi. Ouais, bah c'est sûr que ça intéresse pas la République en marche de Jean-Luc Moudin, par exemple. Non, je pense pas. Non. Mais peut-être que si jamais on a un autre maire ou une autre mairie, un autre parti politique, ça pourrait les intéresser d'ouvrir des espaces de parole et de conflictualité, ouais. Il a tout mis dans le Rio Loco, mec. C'est bon, il y a plus là, tu vois. N'en parlons plus. Dans le 14 juillet aussi. Ouais, c'est vrai. Putain, et à chaque émission, on parle de lui et de sa politique culturelle. Pour passer sur un autre sujet, je me posais la question, parce que vous êtes depuis longtemps à Toulouse. Toulouse, j'ai l'impression en tout cas, est quand même une ville très militante, dans le sens où il y a souvent des manifestations. Tu vois, aller dans la rue, c'est quelque chose qui est ancré un peu pas dans le quotidien, mais il y a beaucoup de Toulousains et Toulousaines qui vont au moins 1 ou 2 fois par an manifester. Alors manifester, c'est pas que ça être militant, mais en tout cas sur ce côté-là. Est-ce que la politique locale, des fois, influe, tu vois, même sur le côté, bah, il y a plus de répression, etc. Est-ce que ça peut influer sur le contenu des scènes, sur la façon dont se déroulent les scènes? Oui, complètement. Il y a un retour très direct de tout ça. Notamment, peut-être ce que je remarque, c'est qu'il y a toute une tranche de la scène slam. Je vais essayer de peser mes mots parce que j'ai envie de parler avec respect de ces gens que j'aime vraiment, sincèrement, qui sont dans ce côté spirituel, bien-être et toutes ces choses-là. Et moi, ce que j'ai vu et ce qui m'a inspiré, finalement, les textes et la politique se nourrit aussi de cette conflictualité-là, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, de ce qu'on partage, tu vois, dans la vie de tous les jours avec les gens. C'est qu'il y avait cette proposition ou cette idée que de sortir complètement de la société était une alternative à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est un truc sur lequel moi je suis pas tout à fait d'accord. Il y a un article dans un site qui s'appelle Reporter, qui résume un article d'une autre asso qui s'appelle Carbone 4, qui est où le contenu est assez épais parce que c'est des scientifiques et Carbone 4 c'est compliqué à comprendre, mais qui explique que si jamais toute la population effectivement se mettait à cultiver des légumes, à arrêter d'utiliser l'argent, à arrêter d'appuyer sur des interrupteurs ou d'ouvrir des robinets, on n'aurait même pas rempli la moitié des accords de la COP21 qui sont déjà très 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 loin de remplir les conditions du début de la transition écologique. Et du coup, voilà, c'est par exemple dans cet esprit de conflictualité-là, il y a des gens qui se sont tout de suite désengagés du combat politique ou de la manifestation ou du militantisme en disant la solution, le bien-être est en nous, en gros. La solution est en nous. Voilà, ça c'était un des trucs intéressants qui s'est passé. Encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces gens-là, mais du coup, ça m'a inspiré moi des textes et des choses à dire sur ce sujet-là. Voilà. Moi, au niveau je vais faire juste plus l'historique. Le slam, il a commencé en 2002 à Toulouse. Moi, je l'ai découvert en fin 2003-2004. À l'époque, il se faisait au Clandé, à côté d'Arnaud Bernard. C'était un squat, en fait. Historiquement, en fait, le slam a commencé dans les squats. Il y avait la Chapelle, qui est le seul squat qui est encore en activité de l'époque. Il y avait Myris, il y avait le Manoir. Enfin voilà, c'était dans les lieux comme ça et dans quelques petits bars. Mais déjà à l'époque, moi j'ai jamais connu la scène slam toulousaine pas engagée. Okay. C'est quand même, je pense que c'est ancré et c'est pour ça que dans la présentation je disais pour le slam toulousain, moi je parlerais d'écorché parce qu'il y a quand même vraiment dans la poésie qu'on retrouve dans les scènes slam toulousaines, il y a quand même ce truc-là qui a toujours été là. Je pense que c'est quand même un mouvement qui est clairement ancré à gauche à Toulouse et on le retrouve depuis des années. Après, c'est là où je trouve que ça a évolué les dernières années. Pendant très longtemps, il y avait une seule scène slam à Toulouse et il n'y avait pas trop d'échanges aussi avec l'extérieur de la France.
Maintenant, il y a beaucoup plus de scènes et on touche un public qui est différent. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a cette dimension bien-être qui est très finalement posée par une société actuelle. Et on retrouve ça, mais il y a quand même toujours des textes très très politiques dans les scènes slam toulousaines. Après voilà, faut dire que cette dimension bien-être, elle est vraiment très respectable. Hein, le zéro déchet, des gens qui font du zéro déchet, des gens qui font toutes ces choses-là, là, c'est héroïque, vraiment. Hein, je les encourage et je les applaudis à demain. Ouais, c'est le côté. Enfin, je veux dans mon quotidien retranscrire déjà les valeurs politiques que j'ai. C'est ça. Plus, tu vois. Sauf que effectivement aujourd'hui, dans la situation politique qu'on vit, à mon avis, ça suffit pas. Tu prêches un convaincu, hein. Zéro déchet même, mais je le fais tout seul, mais je le fais pas dans l'optique de je vais changer le monde, je le fais dans l'optique de, en tout cas c'est mes valeurs, je veux les appliquer, et ça n'empêche pas d'aller visiter, d'aller voir les assos Zéro Oise de Toulouse, c'est ça. Ceci, cela. Et puis de te croiser dans les manifs. Ouais, voilà. C'est grave intéressant en tout cas ton analyse sur Toulouse, parce que je me disais, quand j'étais à la fac et que je me disais je vais à une scène slam, j'étais un peu le cassos du groupe, tu vois, c'est genre je vais faire un truc de bolos. Maintenant des gens quand ils disent je vais à une scène slam, tu sais, c'est genre tu vas dans un espace de parole libre, enfin il y a une vision qui a changé, qui a changé, en tout cas à Toulouse, que je trouve très intéressante, où c'est valorisé, tu vois, les gens ont conscience de l'enjeu que tu disais tout à l'heure, militant, engagé, ou en tout cas parole libre, légitimer tout ça, c'est indissociable en tout cas du slam à Toulouse, quoi. Ouais, puis il y a un côté vraiment le mouvement, moi ça m'allait bien parce que je faisais du rap, mais j'étais issu à la base de la scène punk, et c'est des punks, faut comprendre que ce mouvement il est quand même, c'est des squads de punk, quoi. Donc c'est là où c'est né le slam à Toulouse, quoi. Donc il y a quand même une dimension, forcément on y va, et puis ça grince un peu à des moments, mais il y a une parole très très libre et très engagée. En tout cas, ne serait-ce qu'on en parlait au tout début, en regardant les lieux qui se font sur Toulouse, ou moi vraiment en recherchant tous les lieux, il y avait des grosses similitudes, et effectivement il n'y avait pas ce côté, même si c'est aussi très louable parce que ça amène un autre public, de lieux, tu vois, de médiathèques, de lieux de la mairie, de ce genre de choses-là. Ben oui, en fait, à force de faire des rencontres aussi, tu vois, moi, tu as utilisé le terme de rencontre tout à l'heure pour les tournois nationaux. Moi, je le vois que comme ça, hein. Je le vois pas comme un tournoi, mais plus comme une rencontre avec d'autres villes et avec d'autres slammers. Il y a un canard à gagner. Hein, voilà, c'est ça. C'est pas un truc où tu vas devenir professionnel du spectacle parce que tu as gagné le tournoi, ouais. Mais c'est plus vraiment des rencontres avec d'autres villes, et en se rapprochant, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait effectivement un style de slam. Chaque slammer, chaque slameuse est singulier, tu vois, dans ce qu'il propose, mais il y a un style de slam quand même, en général, d'une ville à une autre, et c'est pas le même, celui de Toulouse et celui de Reims, qu'on aime beaucoup, par exemple, les Rémois, mais voilà, c'est un autre délire, en fait, tu vois, on peut dire. Totalement. Si vous avez aussi une connaissance du milieu du slam français, cette dernière anecdote vous fera beaucoup rire. Non, vraiment, quand je dis je les aime beaucoup, c'est vrai. Mais non, c'était vraiment pas dans ce sens-là. J'étais là, ah ouais, l'histoire du slam à Reims, on pourrait faire 4 émissions. Ouais, mais même. Mais on pourrait pas inviter tout le monde en même temps. Le slam de Bordeaux, le slam montpellierin, le slam marseillais et tout ça. Et voilà, il y a cette diversité-là aussi d'une ville à une autre, et on reconnaît effectivement l'identité de la ville, en fait, à l'intérieur de ça, ouais. Ce que Maël disait sur le slam toulousain, il y a vraiment le côté où le slammer toulousain il pourrait arriver en crachant par terre sur scène, un truc comme ça, tu vois, et que j'aime beaucoup. Voilà, moi aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça se fait. Moi, c'était les sujets que je voulais aborder avec vous, en tout cas les questions qui me tenaient à cœur. Mais est-ce qu'à la volée il y a des sujets, des thèmes où vous dites il a vraiment raté, il aurait dû parler de ça, c'était évident? Alors, vous l'aborder. Moi d'abord je voudrais te remercier de nous avoir invités, franchement, ouais, c'est cool. C'était cool. Alors pour les gens qui écoutent, en vrai c'est lui qui m'invite, hein. Je suis chez lui. Hein. Mais c'est toi qui nous invites dans ton podcast. C'est vrai, c'est vrai. Et puis on peut donner peut-être simplement les adresses internet. On peut les dire à l'oral. Dans tous les cas, vous retrouverez tous les lieux qui ont été cités, plus les associations, plus les scènes dans la description de la vidéo. Dans ce cas-là, effectivement, je rajoute peut-être simplement mon projet à moi, perso. Ça s'appelle Le Zèbre, et le site internet c'est www.sepsep.net. Voilà, je me balade un peu partout avec un slammer qui s'appelle To aussi, qui m'accompagne et qui est de grand talent. Et voilà, rap poésie, on se balade un peu partout. Je vais vous demander, je demande ça à chaque personne qui vient, un conseil sur le thème. Tu veux commencer à aller sur une scène ouverte et tu es à Toulouse et tu veux monter une scène. Quel conseil tu donnes? Si vous voulez aller sur une scène ouverte slam à Toulouse pour dire un texte, venez avec votre texte. C'est essentiellement ça. Regardez sur le site, pour le coup, du Magret d'Argent, magretdargent.net. C'est aussi fait pour les gens qui sont pas inscrits dans le réseau social qu'on appelle le livre visage. Et sur la page agenda, normalement, vous trouvez toutes les scènes ouvertes que nous on organise, et aussi celles des autres quand ils me préviennent à temps. En général, je les annonce. Il y a aussi les autres trucs qui ont lieu. Oui, on met sur l'agenda, en fait, on essaye de mettre toutes les scènes qui ont lieu à Toulouse.
On recommande quand même peut-être la scène du premier mercredi du mois qui est animée par Coco Caméléon. Pour les premières fois, il y a une ambiance très intime, très bienveillante. Coco, elle fait un super taf d'animation pour ça. Et du coup, c'est pour une première fois, si tu as envie de faire ta première fois sur scène, c'est pas mal d'aller là-bas. Donc du coup, deuxième question, pour ouvrir une scène slam, moi je pense que le plus important c'est de savoir le lieu où tu veux la faire, parce que c'est en gros c'est un projet que tu vas monter avec eux. Si tu le fais dans un bar et qu'ils servent des verres et qu'ils font du bruit pendant que tu es en train d'essayer de dire je respecte la parole ouverte et que ça fait du bruit et du coup on les entend pas, ben t'es à côté de nous. On a quand même des choses hyper importantes sur le cadre qu'on met en place quand on anime une scène. Bon, c'est personnel, mais pour que les gens se sentent à l'aise sur scène. Et après, le mieux aussi, c'est de se renseigner aussi avec les autres slammers et ceux qui... Le choix dans la date, ouais. Oui, voilà, le choix dans la date, parce que quand on commence à regarder, il y a à peu près une scène par semaine minimum. Ça, pour le coup, historiquement, effectivement, moi, depuis que je suis arrivé à Toulouse, on se connectait avec les autres animateurs, les autres assos, et notamment autour du mois de mai et du mois de juin, pour savoir quel jour du mois on allait prendre en septembre, le premier mercredi, le deuxième jeudi, et pour pas se mordre les uns sur les autres, quoi. Ils ont conclu avec 2 conseils où il y a quand même de l'écoute du lieu de l'autre et de la prise de parole. Et merci à vous. Merci à toi. Merci. C'était le 3e épisode de Pas si rose. Si tu veux approfondir tout ça, je te conseille bien entendu d'aller participer à une scène slam toulousaine, mais en plus 2 livres. Petit guide méthodologique pour l'animation d'ateliers slam du collectif 129H et Éducation populaire, une pratique d'avenir aux éditions Les Liens qui libèrent. Pas si rose est un podcast éphémère sur la vie toulousaine à retrouver tous les mardis sur YouTube, Spotify, Deezer, Podcasty, Kocha, Google Podcast et j'en oublie sûrement. Toutes les références, sources et citations sont disponibles dans les descriptions sur Ocha et YouTube. Ce podcast est indépendant et autoproduit. Merci pour l'écoute et à la semaine pro.